participants sont en mode écoute seule. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Stéphanie Jean. Je suis en compagnie de ma collègue Emmanuelle Dumoulin. On est chargé de projet à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Donc, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre webinaire sur les soins palliatifs et de fin de vie chez les personnes qui ont subi un AVC. Donc, ça fait partie de nos recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de l'AVC. Avant de vous introduire à nos deux conférenciers, je veux simplement vous présenter quelques informations un peu plus techniques. Donc, en premier lieu, simplement vous assurer que vous êtes bel et bien inscrit au webinaire via la plateforme GoToWebinar. D'un côté, ça nous permet de connaître le nombre de personnes qui sont réellement inscrites. Ça va aussi nous permettre après de vous transférer le lien pour réécouter la diffusion sur YouTube. On va aussi pouvoir vous envoyer un certificat de participation et un petit sondage juste pour avoir votre avis et vos opinions sur le webinaire, ce qui est très important pour nous. Donc, tel qu'indiqué dans les diapositives, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec vos haut-parleurs de l'ordinateur. Par contre, on a désactivé les micros, donc vous serez en mesure de poser vos questions dans la section clavardage que vous voyez ici à l'écran. On va noter toutes vos questions et ensuite, à la fin, Emmanuel et moi, on va les transférer aux deux conférenciers. Enfin, vous allez voir aussi que vous avez l'option de déplacer votre écran, de l'agrandir, de le réduire à votre guise. Donc, si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à nous écrire tout au long dans la boîte de clavardage, s'il vous plaît. Donc, je vais y aller maintenant avec la présentation de vos deux conférenciers. Je suis très heureuse de vous présenter tout d'abord le Dr. Jeffrey Hall, qui est neurochirurgien et professeur adjoint en neurologie et neurochirurgie à l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal de l'Université McGill. Donc, Dr. Hall vise à offrir des soins d'excellente qualité centrés sur le patient dans un contexte multidisciplinaire de collaboration afin de maximiser la qualité de vie des patients. En 2016, le Dr. Hall s'est inscrit à un programme de soins palliatifs à McGill avec une expertise spécialisée en soins neuropalliatifs au CHUV à Lausanne, en Suisse. Il a postulé pour le poste de directeur médical des soins neuropalliatifs à McGill et il espère ajouter à l'équipe existante et développer un programme novateur de traitement précoce des douleurs et des symptômes chez les patients atteints de maladies neurologiques. Votre deuxième conférencière de la journée, Justine Gauthier, a obtenu son diplôme de baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de Montréal en 2009, puis a poursuivi sa maîtrise toujours à l'UDM en se spécialisant en formation infirmière. Elle travaille à l'Hôpital neurologique de Montréal depuis 2008, d'abord comme infirmière au chevet en neurochirurgie, puis comme infirmière pivot en oncologie au sein de l'équipe neuro-oncologie. Depuis janvier, elle y travaille comme infirmière clinicienne au sein du nouveau service de soins neuropalliatifs de douleur. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Dr. Hall et Mme Gauthier. Merci. Merci, bonjour. Bon, alors c'est moi qui va donner la première quelques minutes de la présentation, je crois à peu près une vingtaine de minutes. Et après ça, je vous passe à ma collègue Justine Gauthier pour donner une autre présentation à peu près la même période. Puis on va avoir le temps pour répondre aux questions à la fin. Alors, les pratiques optimales de la ACV au Canada, surtout dans la notion de soins palliatifs et planification préalable de soins. On va aller à la prochaine diapo. Déclaration de l'animateur. Moi, j'ai rien à déclarer comme tel, sauf je dois remercier la Fondation du cœur et de l'ACV pour aider tellement avec cette présentation et de préparer le matériel. Le soin palliatif en soins de fin de vie, l'ACV est la troisième cause de mortalité au Canada, juste en arrière le cancer et la maladie du cœur. Alors, on parle d'un très grand nombre de patients et une maladie assez importante. Mais en même temps, on sait qu'il y a des besoins non satisfaits des patients en fin de vie ayant subi un ACV, comme la participation de la famille dans la prise de décision. Alors, on peut faire mieux de ce côté-là selon les rapports. Le respect et la dignité du patient et l'annonce de la mort imminente.
ça, c'est une question qui est tellement difficile à répondre des fois, mais dans les circonstances qu'on peut, les patients, leur famille apprécie si on peut donner plus d'informations dans une mort imminente. Et la maîtrise des symptômes en général. Il y a certains indicateurs qu'on peut utiliser en soins palliatifs pour voir comment on y va. Et je pense qu'ici, il y a 3 indicateurs qui sont assez importants. On peut voir le pourcentage des patients ayant soumis un ACV qui ont participé avec une planification préalable des soins ou qui ont eu une conversation documentée avec un professionnel de la santé de ces sujets de réanimation, d'hydratation ou des préférences en matière d'alimentation. Et ce doit être une conversation qui est documentée, quelque chose qu'on peut se trouver dans le dossier. Et puis, ça, c'est un indicateur qui nous montre qu'on peut faire un peu plus de ce côté-là. On peut aussi voir les pourcentages des patients ayant soumis un AVC qui ont nommé déjà un mandateur, ou les patients ayant subi un ACV qui inscrivaient les directives relatives aux soins personnels ou aux soins avancés dans le dossier, ou qui ont participé avec les registres des directives anticipées. Ici, on voit un modèle avec le soin palliatif que moi, je trouve assez au courant, mais il y a d'autres façons comment on peut se penser de ce modèle aussi, encore plus moderne. Antérieurement, on parlait de le soin palliatif comme le soin de fin de vie seulement. Mais on voit maintenant que le soin palliatif est quelque chose qui peut être utile beaucoup plus avancé dans la trajectoire des symptômes. Et en général, on dit dès que le diagnostic de certaines maladies qui sont sévères, on peut installer une approche et un traitement palliatif. Et tout au long de la maladie, ça se peut que le soin palliatif peut être plus utilisé, pendant que le traitement curatif dans certaines maladies est moins utilisé selon la progression de la maladie. Le soin palliatif est seulement utile vers la fin de la vie et même après la vie, pour faire le soutien des aidants naturels et le deuil avec les familles qui sont là. Mais même ce modèle ici, c'est un peu désuété ou un peu passé date selon certaines personnes. Et ça, je vais expliquer un peu plus bientôt. Quel est l'impact des soins palliatifs? Mais c'est très intéressant cette question et c'est aussi curieusement le même impact, le même type d'impact qu'on peut avoir avec la planification préalable de soins. Selon les études et selon la philosophie de le soin palliatif, les effets sur la famille et sur les patients sont les allègements de fardeau des symptômes, la réduction d'anxiété et dépression. C'est très intéressant cette question-là, à cause qu'il reste encore plusieurs personnes, même dans le monde médical, qui croient qu'une consultation avec une équipe de soins palliatifs va provoquer plus d'anxiété ou plus de détresse ou dépression. La réalité avec les études qu'on a, c'est complètement l'envers, que le niveau d'anxiété et de dépression est moins chez les personnes avec un bon traitement en soins palliatifs. La réduction de la détresse psychologique et du traumatisme chez les aidants naturels. Il y a une amélioration de la qualité de vie et les traitements sont moins invasifs ou moins agressifs seulement vers la fin de la maladie aussi. Il y a une réduction de la norme des examens et des analyses non désirées. Il y a une réduction des admissions de soins aigus et de soins intensifs. Et puis, en total, il y a une réduction de coûts sur le système de santé. Oui, je veux parler aussi d'un impact qui n'est pas très bien connu, mais c'est depuis plusieurs années avec des études qui sortent, il y a aussi un effet sur la longévité. Alors, le soin palliatif, comme j'ai mentionné, des fois, il y a des personnes qui croient que le patient sera plus déprimé ou il y a plus d'anxiété. La réalité, c'est que les patients ont une meilleure qualité de vie. Et voilà, c'est une étude qui montre un groupe de patients qui étaient diagnostiqués avec un cancer métastatique
il y avait un groupe qui était traité avec les soins palliatifs et un autre groupe qui était traité avec les soins palliatifs et le traitement traditionnel. Puis qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est que les patientes avec le soin palliatif qui était donné dès que le diagnostic, ils ont eu une meilleure compréhension de leur maladie. Ils ont eu moins de chimiothérapie par la voie intraveineuse dans les 60 dernières années. Ils ont, oui, je m'excuse, les 60 derniers jours. Et ils ont eu un soin de vie moins invasif ou moins agressif à la fin. Mais une des données de cette étude qui n'était pas prévue, c'est que la patiente, ils ont eu une longévité qui était 2 mois de plus chez le groupe qui a eu le soin palliatif. Et peut-être on pense que 2 ou 3 mois de plus, c'est pas beaucoup. Mais dans cette groupe, une maladie qui a une expectation de la vie de 12 mois, ça veut dire qu'un autre 25 ou 30% d'expérience de la vie. Et puis, si on pense autrement, comme si on avait eu un traitement, une chirurgie, un médicament ou n'importe quel autre traitement qui puisse ajouter 25% de la durée, l'expectation de la vie à la fin, ou et le 2 et 3 mois sont de bonne qualité de vie, c'est quelque chose qu'on veut donner à tout le monde. Et voilà, c'est l'impact des soins palliatifs. Ici, c'est un diapo qui montre de plusieurs études qu'il y a une valeur significative en termes de le système de santé pour tout le monde. Et voilà, quand on évite les procédures ou les traitements qui sont coûteux vers la fin de vie sans ajouter beaucoup, qu'on peut aussi avoir une valeur significative là-bas. Ici, c'est le nouveau modèle que j'ai mentionné. Moi, j'aime l'autre modèle avec le soin palliatif et comment on peut ajouter plus dans certaines maladies. Ici, c'est un modèle qui est un peu plus complexe et montre un peu plus de subtilité entre certaines maladies. Alors, si on voit dans la barre rouge la complexité des besoins, et en bas, c'est avec le diagnostic et la progression de maladie jusqu'à la stade terminale. Quand on peut voir qu'il y a plusieurs types de patientes, 1 jusqu'à E. Dans la patient E, on voit que leurs besoins étaient assez importants dès que le diagnostic, ils ont resté assez importants jusqu'à la fin. Avec le patient B, ils ont passé une certaine période de la diagnostic et la progression de la maladie avec une complexité moyenne, mais de un moment donné, ils ont eu besoin de plus. Puis, c'est à ce moment-là que le spécialiste en soins palliatifs est impliqué. Pour les autres, C et D, on peut voir qu'il y a certains moments en dedans de leur maladie qui étaient plus intenses que l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'une consultation ou l'aide d'un spécialiste en soins palliatifs était utile. Et autres patients comme eux, où l'équipe de premier recours a été capable à donner le soin palliatif en lieu. Prochaine diapo. Voilà. Voilà, on a des recommandations pour les pratiques optimales de soins d'ACV, les façons concrètes d'améliorer l'expérience. Selon les recommandations, il y avait eu au moins quelques-uns qui sont très importantes. On parle de l'approche palliative utilisée lorsque l'ACV est catastrophique, où il y a des comorbidités préexistantes majeures. Alors, l'approche palliative peut être utilisée dès que le diagnostic dans ces cas-là. Le numéro 2, c'est assez important. C'est une communication régulière pour assurer que les soins répondent aux besoins. Et ça doit être fait et refait encore. Ça peut commencer si la patiente est apte à contribuer avec la communication au début de la maladie. Et dans certaines maladies neurologiques, notamment le ACV, ça se peut que la patiente perde la capacité de discernement ou sont plus aptes à être de faire partie de cette communication-là.
quand on peut, on les implique et quand on ne peut pas, c'est les mandataires ou la famille avec qui on doit parler et on doit avoir cette discussion tout le long de la maladie. Numéro 3, il faut avoir un processus d'orientation vers des services de soins palliatifs spécialisés, comme on a ici au Neuro, et je crois que la plupart des centres de soins tertiaires et quaternaires de ACV, il faut avoir un lien avec des systèmes de soins palliatifs. Numéro 4, un processus d'orientation vers les services de soins spirituels. Ça, c'est un service qu'on a ici aussi, puis on voit le plus que c'est utilisé, le plus de demandes qu'on a. Une formation en matière de communication, apporter un soutien aux patients ayant un pronostic sévère et leur famille. Alors, d'être capable de réaliser qu'est-ce que se dit une maladie sévère, c'est selon le patient aussi. Nous, on peut penser que, par exemple, ça serait une petite ACV pour un patient, mais si ça les laisse avec un séquelle, ça peut être majeur pour eux. Alors, la communication et la récommunication, c'est toujours important. Numéro 6, l'intégration des protocoles de soins palliatifs. Ça peut être important, surtout pour les protocoles, pour les symptômes, le contrôle des symptômes vers la fin de vie. Recommandation, planification préalable des soins. Le processus grâce actuel aux patients en consultation avec les fournisseurs de soins de santé et les membres de la famille prendre au préalable des décisions concernant les soins de santé au cas où il devient incapable de participer à la prise de décision à une date ultérieure. Alors, c'est l'idée de parler avec le patient de c'est quoi leur valeur, c'est quoi leurs besoins et comment ils voient la situation. Dans les cas des patientes qui ont subi un ACV, il est souvent difficile pour la famille de déterminer l'orientation des décisions à prendre. Pour moi, je pense qu'une des choses qui est très importante avec un ACV, c'est un peu comme un trauma, sauf qu'un trauma intérieur. C'est quelque chose qui arrive d'un moment à l'autre, c'est une surprise et c'est très difficile d'adapter. Et puis, c'est fréquemment que dans ce contexte-là, la famille doit prendre la décision qu'ils ne sont pas prêts à faire, ils ont de la difficulté à faire et orienter leur décision. L'objectif principal des conversations de planification préalable des soins est de déterminer les objectifs de la personne concernée en matière de soins. Alors, soit qu'on peut parler avec le patient lui-même, ou si on ne peut pas, si on n'a pas laissé les directives, il faut qu'on parle à sa famille, à ses proches, à ses aidants naturels, pour savoir c'est quoi leur valeur avant le problème de santé. Résultat d'une planification préalable des soins efficaces. Si on voit cette diapo, c'est assez semblable des résultats d'une bonne consultation en soins palliatifs. Avec une bonne planification préalable des soins efficaces, on peut avoir une amélioration de l'expérience du patient et sa famille, une réduction de détresse psychologique et de traumatisme chez les aidants naturels, une réduction des nombres d'examens, d'interventions et des traitements non désirés, une réduction des admissions de soins aigus et des soins intensifs non désirés, une chance accrue pour une prise en charge dans les milieux de soins où il veut, de prédilection, et finalement, notamment, une viabilité de notre système de santé de longue durée. C'était peut-être pas toujours comme ça, et puis il y a plusieurs façons comment on peut planifier les soins à la fin de vie. La prochaine diapo. Voilà. En arrière, je crois. Oui, voilà. Planification préalable de soins, c'est des fois les principes très généraux sont invoqués, qui sont peut-être pas très bien pour aider les patients et leurs proches à prendre les vraies décisions. On ne peut pas nécessairement juste montrer un cap de toutes les possibilités des interventions médicales qui peuvent arriver ou qui peuvent être offertes à la fin de vie.
il faut plutôt donner une importance sur les résultats possibles de chaque traitement. Il faut en discuter les avantages et les inconvénients de chaque traitement dans le contexte actuel. Pour certaines personnes, il faut également savoir leur côté. Pour certaines personnes, un issue est la perte d'autonomie physique. C'est inacceptable ou intolérable de vivre avec une perte d'autonomie physique. Pour d'autres, c'est plutôt un problème, une perte d'autonomie mentale qui est plus agaçante. Puis, quand on a un problème, un ou l'autre, il faut examiner la situation en plus de profondeur et question pourquoi. Voilà, si on parle de toutes les procédures qui sont possibles, ou la généralité comme pas d'acharnement, pas de sonde, il faut tout tenter. Il faut vraiment aller plus profond dans toutes ces notions-là. Il faut, par exemple, comprendre comme une sonde, est-ce que c'est en toutes les circonstances qu'il ne va pas accepter en sonde, est-ce qu'ils vont l'accepter si c'est quelque chose très temporaire avec une bonne chance de récupération. Alors ça, c'est pourquoi on ne peut pas avoir une simple recette des procédures, mais il faut aller plus loin avec les valeurs et les besoins de chaque patient. Voilà, comment on prend la décision en matière de soins de santé. Alors, ici, cette diapo, j'aime beaucoup. Il y a deux composantes, le rouge, la valeur et objectif du patient ou de la mandataire qui devrait expliquer l'information de le patient. Et l'autre, en bleu, l'information médicale sur la maladie et sur le traitement. Et voilà, cette diapo montre que c'est prendre les deux aspects pour arriver à une décision. Il faut savoir qu'est-ce qui est important à chaque patient et pourquoi c'est important. Et il faut les donner le plus d'informations possible sur la maladie et sur les traitements qui sont possibles. Et c'est avec ces deux volets de l'équation qu'il faut les deux pour être efficace. Que faisons-nous quand ici, c'est un autre diapo qui discute les deux aspects. Moi, j'étais étonné comment des fois, on a besoin de ces deux composantes. Si on regarde encore en dessous le bleu, pour l'instant, on voit que des fois, l'information médicale qu'on donne, ce soit que c'est pas assez élaboré ou c'est pas assez bien capté. Et voilà, il y a trois exemples qu'on peut voir que, par exemple, dans 66% des personnes atteintes d'une insuffisance cardiaque, ils ne pensaient pas que l'affection réduirait leur espérance de vie. Également, 70% des personnes en dialyse pensaient que l'intervention a pour le but de guérir leur rein malade. Et 75% des personnes atteintes d'un cancer métastatique ne réalisent pas qu'il s'agit d'une affection incurable, que le traitement qu'ils reçoivent, c'est plutôt pour essayer de prolonger la vie et ne pas nécessairement pour le guérir au complet. Mais je pense que c'est également vrai que des fois, quand on n'a pas assez d'informations ou l'information n'est pas assez bien captée par la patiente, c'est également vrai qu'on n'a pas assez d'informations documentées sur les valeurs et les objectifs du patient. Voilà. Ici, je pense que c'est trop simple de penser qu'on peut avoir une idée à quoi faire à la fin de vie. Et on peut planifier préalable toutes les possibilités qui vont arriver. Puis on sait avec certaines études que des fois, il nous manque peu d'incidence ou aucune incidence avec qu'est-ce qui a été décidé. Au Québec, par exemple, on veut qu'il y ait plus de monde qui fait les directives anticipées. Cela est
différent et pas juste d'une façon subtilement différente, mais très différent que les décisions faites avant. Alors, les planifications de soins préalables et les décisions préalables, c'est différent que les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est plutôt d'avoir une idée dans certaines circonstances qui peut être aussi malléable d'un certain sens. Et puis, une des raisons pourquoi c'est difficile à faire cette erreur, c'est l'oubli de la personne humaine. Et on parle de la personne qui est la patiente, également que la personne qui peut être le mandataire. Puis, il faut vraiment travailler plus sur le côté de leurs valeurs, de leurs objectifs. Voilà, ça, encore cette diapo renforce l'affaire qu'il faut avoir ces deux idées ensemble pour prendre les décisions, soit avec le patient ou avec le mandataire. Prochaine. Ici, je vais aller à la prochaine. Planification préalable de soins. Il y a certains aspects qui sont très importants. Numéro 1, c'est pour confirmer que le mandataire spatial par défaut, c'est qui, et pour s'assurer qu'ils sont là pour la tâche. Et s'il n'y a pas une personne, il faut sélectionner le mandataire et il faut qu'il remplisse les documents nécessaires. Et numéro 2, il faut préparer le mandataire spatial. Avec toute cette communication qu'on avait parlé avant, il faut l'avoir toujours avec les patients si on peut, mais si on ne peut pas, il faut également avoir beaucoup de communication et des révisions de cette communication avec le mandataire au long de la trajectoire de la maladie. Ici, c'est juste un graphique qui vous montre les hiérarchies des mandataires. Qui est pour la plupart évidente, mais des fois, il faut aller un peu plus loin pour chercher la personne avec qui on va parler. Le modèle d'une conversation pour une planification préalable de soins. Ici, c'est une question qui peut être utilisée, comme il y a d'autres qui peuvent aussi provoquer le même type d'information, mais il y a quelques-uns qui sont utiles ici. Qu'est-ce que vous comprenez de votre santé ou de votre maladie? Et puis, qu'est-ce qui va produire plus tard, d'après vous? Comme ça, on peut avoir une idée courante de la patient ou de le mandataire, de la gravité de la situation et comment il va voir l'évolution de la situation. Quelle information serait utile ou importante pour vous? Comme ça, c'est une question ouverte qui peut se demander pour plus de clarification. Qu'est-ce qui contribue à votre qualité de vie et qu'est-ce qui est important de vos yeux ou qu'est-ce que ça vous donne un sens de votre vie? Lorsque vous pensez d'une maladie mortelle ou à la fin de vie, quelles sont vos inquiétudes ou vos peurs? Ce sont les choses que si on peut demander et puis si on peut avoir les réponses, on peut peut-être avoir la chance de les aider. Que seriez-vous prêt à donner en échange pour une plus grande quantité de ce que vous trouvez cher? Puis il faut en discuter avec chaque mesure, avec les patients ou le mandataire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de prolonger la vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'augmenter la qualité de vie? Et des fois, ces deux voies sont un peu différentes. Prochaine. Ici, je vous laisse lire ça à votre convenience. C'est un diapo qui explique un peu qu'est-ce qu'on avait déjà révisé. Il faut toujours parler avec les personnes qui sont aptes, quand ils sont aptes à être impliqués avec leurs soins. Et sinon, il faut s'assurer que le mandataire fonctionne avec les bonnes informations. Également. 3 points à retenir de cette présentation, 3 points que moi je trouve qui sont assez importants. Numéro 1, il faut former un partenariat avec votre équipe locale de soins palliatifs afin d'établir un modèle de soins et d'en mesurer l'impact. Il faut avoir le lien où on peut avoir accès à l'aide d'une équipe spécialisée si on en a besoin. Numéro 2, les résultats possibles de traitement.
compte probablement plus aux yeux de patients que le traitement lui-même. Alors, il faut en expliquer les détails de chaque traitement, mais également les avantages et les inconvénients de chacun. Et numéro 3, planification préalable des soins centrée sur les personnes et standardisée. Et je crois que mon collègue et ami Justine Gauthier va parler un peu plus de ça très bientôt. Donc, bonjour, moi c'est Justine. Je vais vous parler de l'approche palliative et de diverses connaissances en matière de communication. Donc, moi non plus, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer et je remercie aussi, entre autres, Stéphanie pour le matériel qu'on utilise aujourd'hui. Donc, d'abord, on commence avec une citation de Cicely Saunders, qui est, dans le fond, une pionnière des soins palliatifs modernes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Vous comptez parce que vous êtes vous et vous êtes important jusqu'au dernier moment de votre vie. C'est d'autant plus, ça résonne beaucoup pour nous, cette citation-là, et je pense que son travail à Mme Saunders était vraiment intéressant. En fait, cette dame-là était d'abord une infirmière, puis ensuite est devenue travailleuse sociale et médecin. Et elle a fondé le mouvement des hospices en Angleterre. Ici, on appelle ça plutôt des résidences de soins palliatifs. Dans le fond, elle insistait sur le soulagement de la douleur et des symptômes en offrant des soins holistiques, donc de la personne dans son tout. Et par exemple, elle insistait pour que des patients dans ces résidences, dans ces hospices-là, puissent marcher, faire du jardinage, mais aussi, par exemple, se faire coiffer ou faire des choses qui leur tenaient à cœur. On peut passer à la prochaine. Bon. Alors, les objectifs aujourd'hui de cette présentation, ça va être d'abord de définir ce qu'est une approche palliative, de permettre aux membres d'une équipe interprofessionnelle de définir et d'utiliser des habiletés en matière de communication afin de répondre à l'ensemble des besoins physiques, spirituels, psychologiques, sociaux des patients recevant des soins palliatifs après un AVC. C'est sûr que mon point de vue est davantage nursing, mais j'espère que ça pourra aussi s'appliquer à d'autres membres de l'équipe interprofessionnelle. Et on va aborder des points plus pratico-pratiques de l'approche palliative que vous pourrez utiliser dans votre travail clinique quotidien. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, selon les documents sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie, pour des recommandations pour les pratiques optimales en soins de l'AVC, on recommande donc d'utiliser une approche palliative que je vais définir bientôt. Et ça s'applique à tous les patients qui sont diagnostiqués avec une condition incurable. Ensuite, on parle d'optimiser les soins. Donc, on veut bonifier l'expérience des patients, entre autres, par exemple, en leur permettant de voir plusieurs spécialistes au même moment pour réduire leur temps d'attente et aussi leur temps d'hospitalisation. Donc, on peut y arriver en travaillant en équipe interprofessionnelle, par exemple, avec infirmières, médecins, mais aussi ergo, physio, travailleurs sociaux, orthophonistes, les nutritionnistes, pharmaciens et bien sûr les intervenants en soins spirituels, mais aussi dans les contextes plus palliatifs, on a accès à des thérapies complémentaires du type, par exemple, les thérapies par l'art, les massothérapeutes. Donc, on veut, dans le fond, pouvoir répondre aux besoins physiques, spirituels, psychologiques et sociaux de la famille, mais aussi des aidants, c'est-à-dire du patient, mais de sa famille, de ses aidants naturels qui sont très importants aussi dans un contexte d'AVC. Et on peut y arriver en ayant des dialogues réguliers pour s'assurer qu'on répond aux besoins. Donc, ces dialogues-là prennent forme soit en équipe ou avec le patient et d'impliquer le patient le plus possible lors des rencontres interdisciplinaires. C'est habituellement un gage de succès. Donc, qu'est-ce que c'est l'approche palliative? Donc, on a une définition ici, en gros, donc des soins qui sont axés sur la satisfaction de toute la gamme de besoins d'une personne et de sa famille, qui soit d'ordre physique, psychosocial ou spirituel, et ce, à toutes les étapes d'une maladie chronique et évolutive. Donc, dans le fond, les soins palliatifs
C'est surtout axé sur l'autonomie du patient, leur droit à participer pleinement à leurs soins et à leurs décisions. Ainsi, ils peuvent avoir un sentiment d'avoir une meilleure maîtrise de leur situation. Donc, on leur permet de prendre davantage le contrôle. Et ça rehausse la qualité de vie tout au long du cheminement du patient dans la maladie. Pour être capable d'avoir cette approche palliative-là qui s'applique à toutes sortes d'autres contextes, c'est souvent dans les contextes d'oncologie, mais en neurologie, ça ne s'applique pas seulement dans l'AVC, ça s'applique dans toutes sortes d'autres conditions. Il faut d'abord être capable d'établir un contact, d'avoir une connexion avec notre patient assez rapidement pour être capable d'avoir leur confiance et de leur faire comprendre que leurs besoins sont notre priorité. On doit faire preuve de compassion, bien sûr aussi de respect. Et il faut aussi respecter la dignité du patient, mais pour la dignité, ça a des définitions différentes pour diverses personnes. Donc, on peut parfois être surpris de ce qui est acceptable pour une personne et ce qui ne l'est pas, mais il faut toujours rester ouvert à leurs valeurs. Et donc, pendant toute l'évolution de la maladie, il faut que la communication soit empreinte de sensibilité et de franchise, parce que c'est sûr que si on ne divulgue pas toutes les informations à un patient, il ne va pas être capable nécessairement de prendre des décisions qui reflètent ses propres valeurs. On a parlé un peu plus tôt de la planification préalable des soins, mais il faut aussi offrir du soutien psychologique et spirituel et certainement prendre en charge la douleur et les symptômes. Tout ça, c'est revu au fur et à mesure que le patient évolue, soit pour le mieux ou pour moins bien, mais dans tous les cas, on va revoir ces objectifs-là qui peuvent changer. Et donc, c'est important de voir la personne dans son ensemble et non comme la somme de toutes ses parties. Souvent, comme clinicien, c'est facile de penser à un patient comme étant l'ACV hémorragique temporale gauche dans la chambre 210, mais c'est important de se remettre dans le contexte humain que cette personne-là a, peut-être aussi d'autres comorbidités, d'autres défis qui lui sont propres. On peut passer à l'autre. Merci. Donc ici, vous voyez une diapo qui montre toutes sortes de qualificatifs qui peuvent arriver lorsqu'une personne est face à un événement d'abord qui change sa vie, mais qui peut aussi être mortel. Des mots comme peur, triste, seul, irréel. Donc, je suis sûre que dans votre pratique, vous avez déjà été témoin de toutes ces émotions-là. Alors, j'ai pensé préparer deux histoires de cas un petit peu différentes de soins palliatifs qui sont offerts dans un contexte d'AVC. D'abord, un exemple qui est plus dans le cadre d'une maladie chronique, puis l'autre qui est un événement plutôt aigu. Donc, d'abord, je vous parle d'un homme de 72 ans qui a un premier AVC, avait des antécédents d'hypertension et de diabète, mais rien de trop sérieux ou qui l'empêchait d'être autonome dans sa vie avant l'AVC. Donc, ce patient-là est hospitalisé pendant 2 semaines, durant lesquelles on a initié une anticoagulation pour traiter cet AVC ischémique qu'il avait eu. On planifie une réadaptation pour son hémiparésie gauche. Pendant son hospitalisation, le neurologue a pris l'initiative de discuter de niveau de soins avec ce patient-là parce que quelqu'un qui a eu un AVC peut être plus à risque d'avoir des AVC par la suite. C'est un patient qui a dit qu'il vivait seul. Pour lui, son autonomie est extrêmement importante. Son but, c'est le retour à domicile. L'idée d'être dans un centre de soins longue durée, pour lui, c'est pas acceptable. Et puis, c'est une personne qui a des animaux à la maison et pour lui, ça, c'est une source d'inquiétude. Malheureusement, après 2 semaines d'hospitalisation, le patient développe des nouveaux signes neurologiques d'une détérioration et on se rend compte qu'il vient de faire une hémorragie, un deuxième AVC hémorragique suite à son anticoagulation. Le niveau de soins avait été discuté comme un niveau de soins qui n'impliquait pas de retour aux soins intensifs ni à la salle d'opération.
sans ventilation mécanique, entre autres. Donc, une approche palliative a été, si on peut dire, continuée avec ce patient-là qui souhaitait pas escalader les soins davantage. Donc, ce patient-là, ne pouvant plus retourner à domicile parce que bon, l'AVC a causé des problèmes de l'autre hémisphère de son cerveau et maintenant, il est totalement dépendant pour tous ses soins, sauf de dysphagie sévère, entre autres, et de problèmes de communication. Donc, ce qui a été décidé selon ses souhaits, c'est de le transférer dans une institution de soins palliatifs ce qui ressemble davantage à une situation de domicile, dans le fond. Dans ces institutions-là, souvent, on peut, par exemple, apporter les animaux des patients ou faire en sorte qu'ils se sentent le plus près de leur domicile possible, ce qui n'est pas possible nécessairement dans une institution à long terme non plus. Maintenant, pour contraster, je veux vous parler d'une histoire qui s'inspire plutôt d'un scénario catastrophique dans le sens de la surprise et de l'acuité de l'événement. Donc, on parle d'une femme de 45 ans, mère de 2 enfants de 10 et 12 ans, auparavant en bonne santé, qui tout d'un coup, un soir à la maison, en préparant le souper, s'effondre dans la cuisine, perd connaissance, fait des convulsions. Son mari appelle le 911 et elle est amenée à l'urgence où on lui diagnostique une hémorragie intracrânienne importante. Elle est amenée directement en salle d'opération pour faire une craniectomie pour décompression de l'hémorragie. Mais malgré la rapidité des interventions, il y a des dommages qui sont trop importants dans une des hémisphères du cerveau. Je ne donne pas trop de détails cliniques parce que c'est pas vraiment ça l'important. Mais une fois que donc la patiente sort de la salle d'opération puis elle est extubée, elle a un score de 8 à l'échelle de Glasgow. Donc elle ouvre les yeux spontanément à la douleur, mais elle peut pas communiquer et puis elle est dans un état dans le fond qu'elle est très très malade. Cette dame-là, étant jeune, n'avait pas nécessairement de testament biologique ou de directive médicale anticipée, mais son mari, étant désigné comme étant son mandataire, a maintenant le devoir de prendre des décisions selon ce qu'elle aurait voulu et ce qu'elle avait déjà exprimé dans le passé. Donc, il partage avec l'équipe que cette femme-là avait toujours été très active et elle ne souhaiterait pas être nécessairement dépendante de sa famille pour recevoir des soins. Et préférerait avoir des soins palliatifs à domicile. Donc, c'est ce que l'équipe s'affaire à faire. Et ce qui est important dans un scénario catastrophique comme celui-là, bon, des fois, oui, on est capable de transférer les gens vers leur domicile afin de recevoir des soins de fin de vie là. Parfois, ça se passe à l'hôpital aussi. Ce qui est important dans un cas comme ça, bien sûr, on s'occupe du patient, mais aussi il faut donner des ressources à la personne, aux personnes qui survivent autour. Donc, dans un cas comme ça, on parle d'un parent jeune qui se retrouve maintenant monoparental ou presque, c'est-à-dire bientôt monoparental. Et il faut aussi penser aux 2 jeunes enfants qui sont dans cette histoire-là. Donc, il faut les inclure dans les soins de la patiente dans la mesure du possible et aussi selon leurs souhaits. Un bon truc à avoir, c'est de demander aux parents, eux connaissent mieux leur enfant, donc des fois, nous, on pense que certaines interventions sont appropriées, mais chez un enfant qui est prétentieux ou craintif, des fois, c'est pas nécessairement la bonne façon de s'y prendre. Mais les enfants, en général, ont besoin d'être rassurés qu'eux vont toujours avoir les soins dont ils ont besoin, puis aussi de leur dire que ce qui est arrivé à leur mère, dans ce cas-ci, ils ne peuvent pas l'attraper, entre guillemets. Donc, c'est pas contagieux, ça ne va pas leur arriver non plus. Et c'est ça, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que ces enfants-là auront du soutien tout au long de leur deuil. C'est très important de penser aux gens qui restent parce que ces gens-là ont un deuil à faire ensuite. Et si on s'en occupe pas bien nécessairement de ce deuil-là, si on prépare pas bien ce terrain-là, ensuite on peut avoir des problèmes comme un deuil compliqué qui peut éventuellement devenir aussi de la dépression, etc. Donc on peut passer à la prochaine diapositive.
Donc, j'aime bien aussi cette citation qui dit « Le besoin en fin de vie n'est pas tant d'ajouter des jours à la vie, mais d'ajouter de la vie aux jours restants. » En travaillant en soins palliatifs, parfois, c'est un petit peu difficile. On a des journées qui sont tristes. Pas tout le temps, là, mais ça arrive. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de penser que c'est pas seulement à propos de la mort, les soins palliatifs, mais en fait, c'est surtout à propos de la vie avant la mort, puis ce qu'on peut faire avec. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, ici, pour les trucs un peu plus pratico-pratiques, voici des questions que vous pouvez utiliser pour avoir des discussions pour mieux connaître votre patient, dans le fond, et leurs souhaits en fin de vie. Par exemple, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Racontez-moi votre histoire. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? J'aime bien qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit, parce que comme ça peut donner une idée, un point sur lequel on peut travailler dans cette intervention-là. Ce qui est important aussi à retenir quand on pose des questions comme ça, c'est qu'il faut se préparer. Il faut avoir un environnement qui est propice à la discussion. Donc, si c'est la chambre du patient, mais assurez-vous d'avoir une chaise pour vous asseoir aux côtés du patient et de la famille. Faut pas que vous soyez nécessairement pressé, il faut prendre le temps. Donc, pas être debout près de la porte. Là. Il faut vraiment setter l'atmosphère, si on veut, pour que le patient se sente à l'aise. Tout au long de cette discussion-là, dans le fond, le but, c'est d'évaluer qu'est-ce qui comprend le patient, puis aussi, en gros, qu'est-ce qui leur arrive, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cet événement-là dans leur vie. Parfois, on se lance dans des discussions comme ça en pensant qu'on va régler quelque chose, qu'on va trouver des solutions, mais c'est pas nécessairement la bonne façon d'entrer dans une de ces discussions-là. Souvent, c'est mieux de se dire qu'on c'est un processus dynamique, puis aujourd'hui, on va peut-être avancer un petit peu, mais on va pas nécessairement trouver toutes les réponses, puis c'est correct. Donc, des fois, si les patients vous posent des questions, vous pouvez répondre par des questions aussi pour pouvoir creuser un petit peu plus loin. On peut passer à la prochaine diapositive. Ici, je vais juste passer brièvement. Ça vous parle de la campagne Parlons-en ou Speak Up, qui est une campagne au niveau national pour parler de planification préalable des soins. Il y a aussi au Québec le site de la RAMQ sur lequel vous pouvez trouver le registre des directives médicales anticipées. Donc, vous pouvez orienter vos patients vers ça. Et il y a aussi le site sur la loi sur les soins de fin de vie. Vous pouvez voir ça dans les diapos à la fin, après. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Des fois, on a peur de se lancer dans ces discussions-là qui sont difficiles. Donc, c'est important de sortir de sa zone de confort. Comme on dit en anglais, de think outside the box, être original, s'adapter à chaque patient qu'on rencontre. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire, puis c'est ce qui est excitant aussi avec les soins palliatifs, c'est qu'on rencontre des nouvelles personnes et qu'on apprend à les connaître assez vite dans des situations qui sont aussi dramatiques. Il faut être sensible, comme je disais tantôt, il faut faire attention à ce qu'on dit pour être sûr que c'est pas mal interprété non plus. Et être constant. Donc, nous-mêmes, en tant que professionnels, mais aussi au sein de l'équipe, il faut avoir des messages qui sont constants. Parce que si c'est pas cohérent, ça crée de l'incertitude qui n'est pas nécessaire dans des contextes de maladies très graves, pas juste en fin de vie. Poser des petits gestes de bonté humaine, comme je disais tantôt, s'asseoir, prendre le temps, fermer le son de sa pagette, c'est toutes des petites choses qui peuvent rendre le patient encore plus à l'aise. Jamais oublier d'inclure la famille et l'entourage. Aussi remercier la personne, ici on dit d'exprimer sa vulnérabilité, mais aussi tout simplement de les remercier d'avoir pris le temps de partager des choses qui sont personnelles, qui n'étaient pas obligés de partager avec vous. Enfin, donc je ne vais pas toutes vous les lire, là, vous allez pouvoir les lire, mais c'est important de s'occuper de soi aussi en soins palliatifs pour être en forme et être capable d'être un bon aidant comme professionnel de la santé. Alors, moi, dans notre équipe, on a beaucoup le sens de l'humour. C'est important d'être capable de rire et de laisser sortir les émotions. Il faut reconnaître aussi ses propres fragilités, ses propres limites. Il y a certains patients ou certaines familles qui vont venir nous chercher plus que d'autres parce que, par exemple, ils ont le même âge que nous, ils ont le même âge que notre mère, notre père. Alors, c'est important aussi de partager ça avec nos collègues
puis de dire, bon, celui-là, je vais peut-être avoir un peu plus de difficultés, je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'aide. Comme ça, on s'assure de ne pas ramener tout ça à la maison avec nous le soir. Je pense que c'est important de garder en tête que des objectifs réalistes, c'est important de... Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que souvent les gens veulent des choses qui sont simples, qui sont pas tellement... les gens veulent pas nécessairement s'en aller à Disneyland avant de décéder. C'est souvent de se réunir avec des membres de leur famille, revoir comme je disais tantôt, leurs animaux, fêter un anniversaire. Donc, et ça, c'est des objectifs qui sont réalistes et aussi qui vont vous permettre, vous, comme professionnel, de être capable d'y remplir. Donc, en gros, tous les dispensateurs de soins peuvent faire usage d'une approche palliative des soins, pas juste en AVC, pas juste en oncologie, dans toutes les sphères de votre travail. C'est important d'établir des liens et d'avoir des conversations sérieuses avec un patient en soins palliatifs après un AVC. Et puis, on vous encourage à sortir de votre zone de confort pour adopter une approche palliative en matière de soins parce que comme ça, comme professionnel de la santé, c'est d'autant plus enrichissant et c'est comme ça qu'on apprend dans notre vie aussi. Donc, je vous encourage à le faire. Merci. Alors, un très grand merci au Dr Hall et à Justine Gauthier pour votre présentation. C'était très intéressant. Donc, on a plusieurs minutes, en fait, pour une période de questions parmi les participants qui sont là. On n'en a pas reçu encore, donc on va vous donner quelques instants, dans le fond, pour y réfléchir et nous envoyer des questions qu'on va ensuite poser à Dr Hall et Justine Gauthier. Donc, dans 2-3 minutes, on vous revient. OK. Merci. Alors, on va commencer avec une question qu'on a ici, nous, entre collègues à la Fondation. Donc, Justine, c'était en lien avec votre étude de cas de la maman de 45 ans tantôt. On aurait été curieux d'avoir un peu plus de détails sur comment les soins palliatifs à domicile sont orchestrés dans ce cas-là. Est-ce que c'est par le CLSC? Est-ce que le conjoint devient à ce moment-là beaucoup aidant naturel? Donc, ça serait peut-être intéressant d'élaborer un petit peu là-dessus. Oui, effectivement. Donc, les soins palliatifs à domicile, c'est organisé en partenariat avec le CLSC. Donc, c'est un travail de liaison qu'on fait en équipe interdisciplinaire. On évalue d'abord les besoins de la personne, dépendamment de leur déficit neurologique. Ça peut être des soins qui sont très lourds. Alors, il faut préparer la famille d'abord à des soins à domicile. Généralement, c'est pas nécessairement une bonne idée si on n'a pas un grand réseau de soutien, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'on devient infirmier, préposé, tout ça en même temps. Alors, il faut que ça soit très clair avec la famille avant de donner le congé au patient. Donc, comment on fait ça? C'est qu'on envoie une référence au CLSC, à l'équipe de soins palliatifs, et puis dépendamment aussi de où la personne vient, il y a des différents organismes qui peuvent ajouter des services. Mais ça dépend d'un territoire à l'autre. Donc, on envoie une référence aussi à ces services complémentaires-là. Et les services à domicile s'organisent de façon assez rapide en général quand on parle d'un pronostic vital de moins de 3 mois. Et puis, ensuite, les gens ont accès à des infirmières qui viennent à domicile et aussi à un médecin en soins palliatifs. Généralement, on suggère aussi de faire une demande en cas de besoin à une résidence de soins palliatifs dans la région de la personne. Comme ça, on évite une réadmission à l'urgence si jamais les
par exemple, si la personne a trop de douleur, puis c'est pas quelque chose que la famille se sent prête à gérer à domicile, ou tout simplement qu'elle est trop malade et puis les soins sont rendus trop lourds, on peut se retourner vers une admission en soins palliatifs dans une résidence. Excellent, merci. Donc, on a aussi une autre question ici. Est-ce que l'approche palliative est implantée dans les soins à domicile ou c'est encore méconnu? Ben, c'est sûr que je ne peux pas parler pour tous les soins à domicile, mais en général, dans les CLSC, oui, c'est déjà bien ancré dans leur pratique, surtout quand on fait des références dans un contexte de soins palliatifs. Mais on s'entend que la mission des gens qui travaillent en CLSC, c'est d'optimiser la qualité de vie des gens qui retournent à domicile en faisant toutes sortes d'adaptations, par exemple, à leur domicile pour que ces personnes-là, finalement, soient capables de vivre selon leurs souhaits et leurs valeurs. Alors, de base, je pense qu'on parle d'une approche palliative d'emblée. Parfait. Ensuite, on a une autre question. Lorsque vous parlez du mandataire, vous parlez du mandataire présent sur le mandat en cas d'inaptitude? J'ai pas compris. OK, attendez, je vais vous répéter. Alors, quand on parle finalement du mandataire, est-ce qu'on parle du mandataire présent sur le mandat en cas d'inaptitude? Donc, oui, quand on parle du mandataire, au sens de la loi, c'est la personne qui est sur le mandat en cas d'inaptitude. Sinon, à l'hôpital, par exemple, quand une situation survient, une situation d'urgence, et puis qu'on n'a pas nécessairement accès à un mandat ou que le mandat n'a pas été homologué, on va utiliser la hiérarchie qui a été montrée par Dr. Hall avant, selon l'ordre de priorité dans une famille. Là. Parfait. On me demande de revoir les 3 indicateurs pertinents présentés en tout début de présentation. Puis on demande si ces indicateurs sont utilisés dans votre établissement. C'est une très bonne question, en effet. On parlait de 3 indicateurs que j'ai mentionnés au tout début de la présentation. Et puis, à ce moment, on ne ramasse pas cette information, mais on a l'intention à la faire. Je crois qu'ils sont tout à fait un bon indice à suivre. Surtout ceux-là qui ont leur discharge à la maison après avoir eu un ACV et puis espérons que tout était bien. Mais je pense qu'il faut absolument avoir une idée avec tout le monde, mais surtout dans cette groupe-là, comment ils se sentir sur les soins si jamais la situation revient encore plus difficile. Parfait. Ensuite, on a une autre question. Quelle est la différence dans l'approche palliative pour les personnes ayant un pronostic de moins de 3 mois et de plus de 3 mois? Ben pour nous, je pense qu'il y en a pas. Il n'y a pas de différence. On a traité les personnes même avec une expérience de la vie plus longue que 3 mois. Il y a certaines maladies neurologiques qui ont une trajectoire beaucoup plus longue que le cancer. Les ACV peuvent être parmi cette groupe-là. Et nous, on est convaincus qu'une approche palliative, c'est-à-dire une approche de traitement symptomatique et holistique peut être impliqué dans cette séparation plus tôt et pour une période plus longue. Il y a la seule différence pour traitement de 3 mois, plus ou moins, c'est la capacité d'être admise dans une maison de soins palliatifs. C'est-à-dire qu'un patient qui a un diagnostic moins que 3 mois a une facilité de rentrer ou un accès d'une maison de soins palliatifs. Mais si c'était moi, je vais ouvrir la porte plus grande que ça. Super. On nous demande ici, dans le fond, Dr. Hall et Justine, si vous avez déjà eu des demandes, finalement, d'aide médicale à mourir à gérer à domicile. À domicile, non. À domicile, non. Donc, moi, je n'ai pas eu à le domicile. Je sais
je crois que les patients dans ces circonstances-là ont accès aux équipes qui vont les évaluer là. Et avec leur médecin de famille aussi. Excellent. Donc, un grand merci à vous deux. Je voulais juste terminer. On a eu quelques petits points là, concernant l'accès à la présentation et finalement là, au webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va vous transmettre un petit courriel dans lequel vous aurez le lien YouTube pour pouvoir accéder, dans le fond, au webinaire. Donc, c'est vraiment le PowerPoint et finalement le contenu dans le fond là, du webinaire qui sera disponible sur YouTube que vous pourrez consulter. Donc, un immense merci à Dr. Hall et Justine. C'est super apprécié. Donc, on avait un bon taux de participation. On est bien heureux. Donc, vous recevrez aussi un certificat de participation pour tous les participants ayant écouté le webinaire, ainsi qu'un petit questionnaire là, à remplir. Donc, pour nous, c'est hyper utile. Ça permet là, de finalement là, réévaluer les prochaines demandes de webinaires qu'on va offrir dans la prochaine année. Donc, ça ne prend que quelques minutes, mais pour nous, c'est bien riche comme information. Donc, un grand merci à tout le monde. Puis, on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci.